Je m'appelle Helen Matthews. Je suis une veuve de 67 ans et j'ai travaillé avec les chiffres toute ma vie. J'ai toujours su exactement où se trouvait chaque centime. J'ai élevé mon fils seul. J'ai payé ses études. J'ai aidé à l'acompte de sa première maison. J'ai gardé ses enfants pendant son divorce et j'ai toujours été là, chaque fois qu'il appelait. Mais lui n'était pas là pour moi. Pendant 5 années de suite, il a oublié mon anniversaire. Pas de carte, pas d'appel, pas même un salut désinvolte. Chaque fois, je lui ai pardonné. Et puis, j'ai simplement arrêté de le lui rappeler. Mais, voyez-vous, pendant qu'il était occupé à m'oublier, moi, je me suis assurée de me souvenir de quelque chose d'important. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Le jour de mes 67 ans était un jeudi ordinaire, comme n'importe quel autre. Le ciel était couvert, pas assez pour qu'il pleuve, mais le soleil ne s'est jamais montré. La lumière du matin glissait sur le sol d'un gris sourd, projetant de longues ombres depuis les chaises de la cuisine. Je me tenais près du comptoir, versant lentement de l'eau chaude sur un sachet de thé, et je n'arrêtais pas de me dire de ne pas regarder le téléphone. J'avais fait la même promesse l'année dernière, et l'année d'avant. Mais les promesses que l'on se fait à soi-même ne tiennent pas toujours face au silence. J'ai quand même jeté un coup d'œil au téléphone. Rien. Pas de SMS, pas d'appel manqué. Juste le fond d'écran par défaut. Un ciel bleu sur un champ d'herbe jaune. Un fond d'écran générique que je n'avais jamais changé. Je l'ai fixé plus longtemps que je n'aurais dû. Puis, je l'ai posé face contre table et je me suis assise devant comme si j'attendais un verdict. 5 ans. 5 années de suite, sans même un joyeux anniversaire de mon unique enfant. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas soupiré. Je ne ressentais même plus de colère. L'absence s'était installée trop profondément pour ça. Elle avait pris racine dans des endroits que je n'essayais plus de nettoyer. Je me suis simplement levée, je suis allée au réfrigérateur, j'ai sorti la petite tarte aux pommes que j'avais faite la veille, et je l'ai mise au four pour la réchauffer. C'était ma préférée, bien cannelle, pas trop sucrée, avec un crumble sur le dessus. Je la préparais de la même manière depuis des décennies, le genre de recette qui vivait dans mes mains, plutôt que sur du papier. Je la faisais toujours le jour de mon anniversaire, même quand j'avais des gens avec qui la partager. Harold avait l'habitude d'en chipper une part avant qu'elle n'ait complètement refroidi, disant qu'elle était meilleure quand elle vous brûlait un peu la langue. Je me suis coupé une part et je me suis assise dans le coin repas, regardant le jardin par la fenêtre. La pelouse avait un peu poussé. J'ai noté mentalement de la tondre ce week-end, peut-être de tailler les rosiers. Il fut un temps où Michael le faisait pour moi, où il arrivait les manches retroussées, les mains déjà tachées par l'huile de la tondeuse. Il amenait ses garçons et il s'asseyait sur le porche en mangeant des glaces à l'eau pendant qu'il travaillait. Ces jours étaient révolus. J'ai pris une bouchée de tarte et j'ai laissé la saveur s'installer sur ma langue. Douce, chaude, familière. C'était mon anniversaire, après tout. Et même si personne d'autre ne le célébrait, moi, je le ferais. J'ai ensuite traversé la maison lentement, pièce par pièce. J'habitais cette maison depuis 30 ans. J'y avais élevé mon fils. J'y avais enterré mon mari. C'était le seul endroit qui me semblait encore m'appartenir, dans un monde devenu de plus en plus impersonnel. Mais même entre ces murs, certaines pièces étaient devenues silencieuses. Certaines photos avaient été décrochées, d'autres n'avaient jamais été accrochées. Je suis passée devant la chambre d'amis,
autrefois celle de Michael, maintenant principalement utilisée comme débarras. J'ai ouvert la porte, sans intention, mais attiré par une impulsion que je n'ai pas remise en question. Le lit était fait au carré. Le placard contenait encore quelques-unes de ses vieilles vestes, quelques boîtes d'objets oubliés de son premier mariage. J'ai refermé doucement la porte et j'ai continué dans le couloir. Le salon avait toujours les mêmes meubles, la même bibliothèque, la même tache de soleil sur le tapis, où je trouvais le chat enroulé les après-midi. J'ai allumé la radio, pas la télévision. Je ne voulais pas de bruit, juste un peu de musique de fond. Du jazz, doux et mélodieux. Cela rendait la maison moins vide. À midi, j'ai de nouveau vérifié le téléphone. Toujours rien. Je suis sortie et j'ai arrosé les plantes. Les géraniums près du perron commençaient à fleurir, de petites explosions de rouge contre leurs feuilles vert foncé. J'ai enlevé les fleurs fanées, j'ai secoué le paillasson et j'ai fait une liste mentale de courses dont je n'avais pas besoin mais que j'achèterais quand même, juste pour le plaisir de bouger. Le soir, le ciel s'est un peu éclairci, juste assez pour laisser entrer une parcelle de lumière dorée qui a peint la cuisine de teintes ambrées. J'ai mis la table, non pas parce que j'attendais quelqu'un, mais parce que c'était mieux que de manger au comptoir. Je me suis préparé un petit dîner. Saumon grillé, haricots verts, riz sauvage, et je me suis versé un verre de vin blanc. Avant de m'asseoir, j'ai pris le téléphone une dernière fois. J'ai vérifié le journal d'appel. Toujours rien. Je me suis assise à table et j'ai levé le verre, non pas pour porter un toast, ni même pour une fausse cérémonie. Juste un geste, un moment pour moi. « Joyeux anniversaire, Hélène !» ai-je murmuré. Personne n'a répondu, mais j'ai souri quand même, parce que si j'attendais que quelqu'un d'autre se souvienne de moi, je me fanerais, et je n'avais pas encore fini de fleurir. C'était un dimanche après-midi, l'un de ces jours de printemps parfaitement doux, qui vous font vous sentir coupable de rester à l'intérieur. J'avais passé la majeure partie de la matinée sur la terrasse arrière, à tailler les herbes en pot et à siroter du thé glacé, profitant de la chaleur rare sur ma peau. Le genre de journée qui murmurait que rien de mal ne pouvait arriver. Alors, quand le téléphone a sonné et que j'ai vu le nom de Michael clignoter sur l'écran, j'ai ressenti une brève lueur d'espoir. Peut-être qu'il s'était souvenu. Peut-être qu'il appelait pour s'excuser d'avoir encore oublié. Peut-être que cette fois serait différente. J'ai répondu d'un doux bonjour, essayant de ne pas paraître trop empressé. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas mentionné mon anniversaire. Il est allé droit au but, sa voix trop désinvolte pour être désinvolte, comme quelqu'un qui entre dans une piscine en sachant que l'eau est froide. Il a dit « Maman, on a réfléchi ». Je connaissais ce ton. C'était le préambule à quelque chose présenté comme une faveur, mais pesant, comme une décision déjà prise. Il a dit qu'ils en avaient en parlé, lui et Alissa, sa femme, et qu'il pensait qu'il était peut-être temps de faire un changement. Il l'a dit avec précaution, avec cette confiance douce et polie que les gens utilisent quand ils veulent vous faire croire qu'un acte égoïste est en quelque sorte généreux. Il a parlé de la façon dont la maison devenait trop pour moi. Comment les escaliers n'étaient-ils pas idéaux? Comment je ne devrais pas avoir à me soucier du jardin, de l'entretien, de tout ce qui accompagne la possession d'une maison à mon âge. Il a dit que ce serait plus logique si je déménageais dans un bel appartement ou un condo pour seniors. Un endroit avec des commodités. Un endroit plus facile. Il a fait sonner ça comme un cadeau. J'ai écouté, je n'ai pas interrompu. Il a poursuivi en disant
que les garçons pourraient utiliser la chambre supplémentaire, qu'ils commençaient à être à l'étroit, et que d'être dans une plus grande maison, surtout une déjà dans la famille, serait plus logique que de chercher quelque chose sur ce marché. Il a dit qu'il ferait des mises à jour, repeindrait les murs, referait les sols, donnerait à la maison une nouvelle vie. Je me suis demandé s'il réalisait même ce qu'il disait, que ma vie, ma présence, mon histoire, étaient maintenant considérées comme vieilles et encombrantes. Il a tout présenté comme de la gentillesse, du pragmatisme, une famille qui aide une autre famille. Mais nulle part dans sa voix, je n'ai entendu d'amour. Pas de véritable amour. Pas celui qui se souvient d'un anniversaire, ou qui appelle juste pour dire bonjour. C'était de la logistique, de l'optimisation. Me réduire pour se faire de la place. Il a dit qu'il pourrait m'aider à chercher des endroits, qu'il pourrait même m'aider à faire mes cartons. Il n'a pas demandé si je voulais partir. Il n'a pas demandé ce que la maison signifiait pour moi. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Je suis restée silencieuse quelques instants après qu'il ait fini. J'entendais Alyssa en arrière-plan, sa voix étouffée mais indubitablement présente. Elle était là, orchestrant, façonnant l'offre. Je l'imaginais arpentant la pièce, faisant des signes de tête ou des gestes de la main à Michael pour l'encourager pendant qu'il présentait le plan. Il a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit que j'appréciais l'inquiétude. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. C'était la réponse la plus sûre, celle qui m'achetait du temps, celle qui ne montrait pas comment ma poitrine s'était vidée de quelque chose entre la douleur et la fureur. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le salon sans allumer les lumières. Le soleil de l'après-midi peignait de longues bandes sur le tapis. Tout dans la pièce était immobile. Les livres sur l'étagère, le vase sur la table, la vieille couverture drapée sur le bras du canapé. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu non seulement des meubles, mais des années. Des souvenirs superposés dans le tissu, le bois et la céramique ébréchée. J'ai vu le fauteuil d'Harold, maintenant inutilisé. J'ai vu le manteau de la cheminée, où la photo de diplôme de Michael se tenait toujours. Et je l'ai revu enfant, clair comme s'il venait d'entrer, ses baskets éraflant le carrelage alors qu'il rentrait de l'école en courant, tenant un dessin froissé de notre maison, avec des fenêtres de travers et trop d'oiseaux dans le ciel. Comme il était fier de me le montrer. La façon dont il se blottissait au lit, les nuits d'orage, chuchotant « Je n'ai pas peur, j'ai juste froid », et pressant ses petites mains contre ma poitrine. Je me suis souvenu qu'il refusait de partir pour la maternelle jusqu'à ce que je fasse ses lacets exactement comme il aimait, double boucle, oreille de lapin, à chaque fois. Je me suis souvenu d'avoir préparé des cupcakes pour son 7e anniversaire, chacun surmonté d'un minuscule dinosaure en plastique, et de la façon dont il a pleuré quand le verre s'est écrasé. Je me suis souvenu de la nuit où il s'est cassé le bras en tombant de vélo et de la façon dont il s'est accroché à moi aux urgences, confiant, sans poser de questions, que je ferais disparaître la douleur. Il avait autrefois cru que je pouvais tout réparer. Maintenant, il croyait que j'étais sur son chemin. Plus tard, je me suis préparé une tasse de thé, et je me suis assise sur les marches du perron, regardant la brise agiter les tulipes. J'ai pensé aux sacrifices que j'avais faits, aux longues nuits à faire des heures supplémentaires quand Michael était à l'université, aux étés où j'avais renoncé aux vacances pour pouvoir l'aider avec ses acomptes, ses enfants, sa convalescence après le divorce. J'ai pensé au nombre de fois où il avait dit merci, au nombre de fois
où il avait demandé ce dont j'avais besoin en retour. La réponse était « pas souvent, presque jamais ». Et maintenant, il demandait ma maison, en demandant avec un sourire, avec des mots doux, des tons gentils et un sens de la raison répété, mais en demandant néanmoins. Il avait oublié mon anniversaire. Encore, et maintenant, il me demandait de m'oublier moi-même. Encore, mais je n'allais pas le faire. Pas cette fois. Après l'appel de Michael, je n'ai pas bien dormi. Non pas que je m'y attendais. Ces mots s'étaient mais glissés sous ma peau. Non pas comme des poignards, mais comme quelque chose de sourd et de persistant. Une douleur que l'on ne remarque que lorsqu'on essaie de rester immobile. Je me suis surprise à arpenter la maison cette nuit-là, marchant lentement, à travers chaque pièce pieds nus, sur le parquet frais, touchant les surfaces comme si elles pouvaient disparaître. Vers minuit, j'ai ouvert le placard du couloir, celui avec les bacs en plastique et les rouleaux de papier cadeaux poussiéreux, celui qui contenait des déclarations de revenus d'avant sa naissance, des garanties fanées et l'histoire de ma vie dans des dossiers en manille froissée. J'ai attrapé le classeur accordéon noir que je gardais tout au fond, sous les couvertures, derrière les jeux de société inutilisés. Mes doigts ont trouvé le bord du plastique, et je l'ai sorti comme si je soulevais quelque chose de sacré. Je l'ai posé sur la table de la salle à manger, j'ai allumé le plafonnier et je l'ai ouvert. Les documents étaient exactement là où ils devaient être. Organisés, étiquetés. La preuve que je n'avais pas seulement vécu, mais travaillé, construit, économisé. Toute ma vie d'adulte cataloguée dans des onglets numérotés et des trombones. J'ai toujours été douée avec la paperasse. Je ne faisais pas autant confiance à la mémoire qu'à l'encre. Il était là, le titre de propriété de la maison. Mon nom, juste mon nom. Quand Michael traversait ses difficultés financières, mauvais crédit, divorce, dette croissante, j'avais accepté de cosigner pour la maison. Il ne pouvait pas obtenir le prêt seul. Il avait supplié, dit que c'était temporaire, que c'était juste une formalité. Je n'avais pas hésité. Bien sûr que je l'ai aidé. J'étais sa mère. Et quand le prêteur a recommandé que le titre soit mis à mon nom, par simplicité, je n'ai pas posé de questions. J'ai juste signé. Maintenant, une décennie plus tard, cette signature était mon encre. J'ai tenu le document dans mes mains pendant un long moment. Il était imprimé sur du papier épais, du genre légal, qui fait un bruit quand on le tapote avec l'ongle. Mon nom, Helen Matthews, tapé en lettres noires et grasses. Propriétaire, pas de privilège, pas de copropriétaire, juste moi. Il avait oublié ça, ou peut-être qu'il a supposé que je l'avais fait. Assise avec le dossier, je me suis surprise à me remémorer l'époque où Harold était encore en vie. La maison semblait plus chaleureuse alors, non seulement à cause de son rire ou de l'odeur de son café chaque matin, mais parce que c'était un endroit que nous avons façonné ensemble. Je me suis souvenue de la façon dont il fredonnait en réparant l'évier, de la rugosité de ses mains, de son insistance à planter des rosiers le long de la clôture, même si aucun de nous n'avait la main verte. Je me suis souvenue d'être allongée dans le lit à côté de lui, écoutant le bourdonnement du ventilateur de plafond, parlant tard dans la nuit de nos projets, de Michael, de vieillir dans cet endroit même. Il aimait cette maison. Il aimait le craquement de la 3e marche et la fenêtre de la cuisine qui coinçait toujours en été. Nous nous sommes disputés ici, avons ri ici, avons pleuré ici. C'est l'endroit où nous avons dansé lentement en chaussettes sans musique. Je me suis souvenue de la façon dont il se tenait à côté de moi, le jour où nous avons eu les clés pour la première fois.
me tendant une bouteille de champagne bon marché et portant un toast à « pour toujours ». Je me suis souvenu du Thanksgiving où le four est tombé en panne et où il a improvisé tout le repas sur le grill dans le jardin, juste pour s'assurer que le premier retour de Michael de l'université à la maison se sente toujours comme à la maison. Harold aurait su exactement quoi dire à Michael maintenant. Il n'aurait pas haussé la voix. Il n'aurait pas fait la morale. Il l'aurait juste regardé dans les yeux et lui aurait rappelé qui a construit cet endroit, qui l'a gardé entier, qui était encore là. Mais Harold était parti, et j'étais la seule à pouvoir me souvenir. Dans les années qui ont suivi l'achat, j'avais payé les impôts fonciers, l'entretien, remplacé le toit, repeint le revêtement, non pas parce que j'attendais des remerciements, mais parce que je voulais protéger ce que j'avais aidé à construire. Ce que je croyais lui reviendrait un jour, s'il le méritait avec respect. Mais le respect avait une drôle de façon de disparaître quand les gens pensaient que quelque chose leur appartenait déjà. J'ai ouvert un autre dossier, celui marqué « Planification successorale ». À l'intérieur se trouvaient des ébauches d'un Ancien Testament, créés quand Harold était encore en vie. Il n'avait pas été mis à jour depuis des années. À l'époque, la maison faisait partie d'un plan, un don futur, un morceau d'héritage. Mais beaucoup de choses avaient changé depuis. Maintenant, je le voyais non pas comme un héritage, mais comme un levier. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate. Elle s'appelait Diane Caldwell, une femme pragmatique d'une 50aine d'années qui m'avait aidé une fois auparavant lors du règlement de la succession d'Harold. Je lui faisais confiance. J'ai expliqué la situation simplement, sans émotion. Elle a écouté. Elle n'a pas haleté. Elle n'a pas dit « Oh, ma pauvre !» Elle a dit « Protégeons vos actifs ». Nous avons fixé un rendez-vous pour la semaine suivante. En attendant, j'ai fait des copies de tout. Le titre de propriété, le relevé d'hypothèque, les documents d'assurance. Je les ai scannés, je me les suis envoyés par email et je les ai enregistrés à 3 endroits différents. Un dans le cloud, un sur une clé USB et un dans une enveloppe que j'ai étiquetée en cas de bêtises, que j'ai glissée dans le tiroir de ma table de nuit. Je n'étais pas en colère, je n'étais même plus blessée, j'étais concentrée. Il ne s'agissait plus d'un anniversaire, d'un appel téléphonique, ou même d'un fils oubliant, la femme qui l'a élevé. Il s'agissait d'espace, mon espace, ma dignité. Et maintenant, j'avais le papier pour le prouver. Le reste viendrait avec le temps. Mais ceci, la certitude, la preuve, le pouvoir silencieux de l'encre, était maintenant à moi. Et je n'allais pas y renoncer. Ils sont arrivés un samedi après-midi sans prévenir. J'avais été dans le jardin toute la matinée, arrachant les mauvaises herbes et retournant la terre avec mes mains, sentant l'humidité chaude s'infiltrer sous mes ongles. Il y avait quelque chose d'ancrant dans ce genre de travail. Honnête, répétitif, silencieux. Je rinçais les outils sur le côté de la maison quand j'ai entendu la voiture entrer dans l'allée. Ce n'était pas une surprise, pas vraiment. Je le sentais venir depuis l'appel téléphonique. Michael est sorti du côté conducteur, habillé proprement mais décontracté, sa tenue de présentation. Pantalon kaki, polo, manches retroussées juste assez pour avoir l'air détendu mais intentionnel. Alyssa était avec lui, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et un sourire tendu. Elle tenait un dossier en manille sous son bras. Ce dossier m'a tout dit avant qu'un seul mot ne soit prononcé. Ils m'ont salué de voix légère et étudié. Alyssa a complimenté le jardin, a dit que les tulipes étaient belles cette année. J'ai hoché la tête,
J'ai essuyé mes mains sur mon pantalon et je leur ai dit d'entrer. J'ai offert de l'eau. Ils ont refusé. Nous nous sommes assis dans le salon. Ils ont pris le canapé. Je suis restée dans mon fauteuil. Michael a commencé par un soupir, comme si cela allait être difficile pour lui, comme si ce qu'il allait dire était courageux, difficile ou immérité. Il a dit qu'ils avaient de nouveau réfléchi, parlé de l'avenir, de la famille, des enfants, des finances. Il a utilisé tous les bons mots, des mots responsables, des mots d'adulte. Puis, Alyssa a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents. Pas des documents légaux, du moins pas encore. Des impressions, des feuilles de calcul, des valeurs marchandes, des projections. Il y avait même une maquette de la maison peinte dans une couleur plus moderne. Ils avaient fait leurs recherches. Ils avaient un plan. Il l'a expliqué lentement, avec précaution. La maison, a-t-il dit, avait pris de la valeur. C'était le bon moment pour vendre. Les fonds propres pourraient servir à un nouvel endroit pour moi. Quelque chose de plus petit, de plus gérable. Peut-être dans une communauté de retraités avec des soins de santé sur place. Il a utilisé l'expression « vieillir chez soi », comme si c'était un cadeau. Ils avaient donc déjà trouvé quelques annonces, juste des idées, des condos, des villas pour seniors, calmes, sûrs, peu d'entretien. J'ai écouté. Il a dit qu'il pourrait bien sûr aider avec la logistique, faire les cartons, déménager, trier le garage. Alyssa a ajouté qu'il serait beau prêt à s'occuper de la vente. Ils avaient un ami dans l'immobilier qui pourrait vendre la maison rapidement, discrètement. Et, a-t-elle ajouté, il s'assurerait que j'obtienne une part équitable. C'est là que j'ai su. Il ne m'offrait rien. Il proposait de gérer l'extraction de ce qu'ils croyaient leur appartenir déjà. Ils ont dit qu'il était temps de faire la transition. Ils ont dit que c'était le bon choix. Ils ont dit que cela profiterait à tout le monde. Je me suis adossée à mon fauteuil et j'ai laissé les mots passer sur moi comme un brouillard chaud. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai même pas scié. J'ai juste posé une question. Qu'est-ce qui vous fait croire que la maison est à vous pour la vendre? Ils ont hésité. Michael a cligné des yeux. La bouche d'Alyssa s'est ouverte, puis s'est refermée. Il a dit quelque chose sur la propriété familiale, sur la compréhension, sur le fait que nous avions toujours dit que la maison lui reviendrait un jour. Il a parlé de sacrifice, d'investissement partagé. Il a mentionné tout le temps qu'ils avaient des passés ici à m'aider, à me rendre visite, à réparer la lumière du porche cette fois-là, à apporter le dîner toutes les quelques semaines. Je l'ai laissé finir. Puis je me suis levée, je suis allée dans le couloir, et je suis revenue avec une seule feuille de papier. Le titre de propriété. Je l'ai posé sur la table devant eux. J'ai pointé la ligne avec mon nom. Juste mon nom. Leur silence s'est étiré. De la même manière que le silence s'étire dans les salles d'audience et les chambres d'hôpital. Le genre de silence qui n'a pas besoin d'être comblé parce que sa signification est déjà assez lourde. Michael l'a fixé. Alyssa est devenue pâle. Je leur ai dit calmement que la maison avait toujours été à moi, qu'elle était à mon nom depuis le premier jour, que leur supposition n'avait jamais changé ce fait. Je leur ai dit que j'appréciais leur inquiétude, mais que je n'avais aucune intention de déménager, aucune intention de vendre, aucune intention de partir. Ils sont restés assis là quelques secondes de plus. Puis, Alyssa a refermé le dossier, ses mouvements plus raides maintenant, plus en colère. Ils ont dit qu'ils avaient donc besoin de temps pour digérer. J'ai dit que je comprenais. Ils sont partis sans un autre mot. Après leur départ,
Je suis retournée au jardin. Le soleil s'était déplacé et la terre commençait à sécher. Je me suis agenouillée, j'ai mis mes mains dans la terre et j'ai senti les racines sous mes doigts. Toujours fortes, toujours à moi. Il leur a fallu 3 jours pour revenir. 3 jours de silence après que j'ai mis la vérité sur la table. Je m'attendais à une dispute le soir même, ou peut-être à une rafale de SMS, ou à un rétropédalage sous forme d'excuses ou d'explications. Mais il n'y a rien eu. Juste un vide là où leur confiance avait été. Puis, le mercredi après-midi, ils sont revenus. J'ai vu la voiture depuis la fenêtre. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas précipitée pour les accueillir. J'ai juste attendu. On a frappé, 3 coups secs, et j'ai répondu avec le calme que j'avais pratiqué. Ils sont entrés comme si la maison les avait trahis, comme si les murs eux-mêmes avaient changé de camp. Le visage de Mikkel était tendu, sa mâchoire serrée. Les lunettes de soleil d'Alyssa sont restées en place. Ses bras étaient recroisés sur sa poitrine comme une armure. Michael a commencé à parler, et ce n'était pas la voix d'avant. Ce n'était pas mesuré ou doux. Il y avait une nouvelle dureté, froide, contrôlée, mais à peine. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire que je faisais ça, qu'après tout ce qu'ils avaient fait pour moi, après les vacances, après avoir amené les enfants, après s'être assuré que je ne passe jamais un anniversaire seul, je lui faisais ça. Il a utilisé le mot « ça » comme si j'avais mis en scène une performance au lieu de dire la vérité. Il a dit qu'il se sentait pris au dépourvu. J'ai demandé comment il pouvait se sentir pris au dépourvu par un fait qui avait toujours été vrai. Alyssa est intervenue alors, sa voix vive. Elle a dit que ce n'était pas juste, que j'avais profité d'une mauvaise situation, que Michael m'avait fait confiance avec la paperasse quand il était vulnérable, et que maintenant je l'utilisais contre eux. Elle a qualifié ça de manipulation. Je l'ai laissé finir. J'ai demandé si l'un d'entre eux avait déjà payé les impôts fonciers. Il ne l'avait pas fait. J'ai demandé si l'un d'entre eux avait déjà payé l'assurance ou couvert la réparation du toit, ou remplacé la chaudière l'hiver dernier. Il ne l'avait pas fait. J'ai demandé s'il se souvenait pourquoi nous avions mis la maison à mon nom au départ. C'est là que Michael a craqué. Il a crié. Pas seulement haussé la voix. Crié. Fort, brut, comme si le barrage avait cédé. Il a dit qu'il en avait marre d'être traité comme un enfant. Marre qu'on lui rappelle ses erreurs. Marre que je lui tienne tout par-dessus la tête, comme une sorte de punition. Il a dit que je le faisais toujours se sentir petit. Et puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « Tu as toujours eu besoin de tout contrôler, même cette maison, même moi. » Il a jeté le mot « contrôler » comme une pierre à travers une vitre. Il a touché quelque chose en moi que je n'avais pas touché depuis des années. Quelque chose de vieux, de fatigué et de meurtri. Je n'ai pas crié en retour, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit que je n'essayais de rien contrôler. J'étais juste plus disposée à être effacée. La pièce est devenue silencieuse. Alyssa a détourné le regard. Michael m'a regardé, respirant fort, comme s'il s'attendait à une autre réponse. Peut-être de la colère, peut-être de la soumission. Je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre. Il s'est retourné et est sorti. Alyssa a suivi. La porte s'est refermée derrière eux, dure, mais pas claquée. Le silence qui a suivi était plus épais que d'habitude. Ce n'était pas la paix, pas encore, mais c'était l'éclaircie avant. Je suis allée dans la cuisine et je me suis assise à la table. Mes mains tremblaient légèrement. Non pas de peur, non pas de tristesse, mais du poids de se tenir debout.
Le genre de tremblement qui vient après qu'une tempête soit passée sur votre toit et l'ait laissé debout. J'ai regardé l'espace que j'avais construit, préservé, aimé. La maison n'avait pas changé, mais quelque chose en moi avait changé, et je n'allais pas faire marche arrière. Après l'explosion, tout est devenu immobile. La maison a retrouvé son rythme normal presque trop facilement, comme une chanson qui reprend après un coup de tonnerre soudain. Mais ce n'était pas pareil. Pas vraiment. Le silence semblait différent, plus net, plus délibéré, comme un silence choisi plutôt qu'imposé. Il n'y a plus eu de visite, pas de SMS, pas d'email, pas d'appel, pas même accidentel. Les premiers jours, je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à mon téléphone, non pas parce que j'attendais, du moins pas consciemment, mais parce que c'est ce que fait l'habitude. Elle vous fait espérer. Mais à la fin de la semaine, l'écran est resté sombre et silencieux. J'ai commencé à me lever plus tôt que d'habitude, bien avant le lever du soleil. Je m'asseyais à la table de la cuisine avec mon café, et je regardais le ciel s'éclaircir lentement devant la fenêtre, la façon dont il passait du charbon au lavande, puis au bleu doux. J'écoutais les craquements du parquet, le bourdonnement lointain des arroseurs du voisin, le bruissement occasionnel des feuilles, alors que les oiseaux retournaient à leurs branches. Tout dans la maison était calme mais vivant, respirant. J'ai rempli mes journées de mouvements, non pas par panique, mais par but. J'ai nettoyé le garde-manger. J'ai classé les épices par ordre alphabétique. J'ai parcouru de vieux dossiers, déchiquetant la paperasse qui n'avait plus besoin d'être conservée. J'ai attaqué le garage, traînant des boîtes au soleil et décidant de ce qui pouvait rester, de ce qui pouvait partir, et de ce qui devait être dépoussiéré et ramené dans la maison. J'ai trouvé des albums photos que je n'avais pas ouverts depuis des années, des clichés de mon mariage, des premiers pas de Michael, de voyages de camping dans les Smokies, d'une fête d'anniversaire où Harold portait un chapeau ridicule et dansait comme s'il avait encore 25 ans. Je n'ai pas pleuré en regardant ces photos. J'ai souri. Parfois, j'ai ri. Les images ne ressemblaient-elles pas à des fantômes? Elles ressemblaient à des encres. Le mercredi, je suis allée au marché fermier et j'ai acheté des tulipes, roses et blanches. Je les ai arrangées dans le grand vase bleu qui se trouvait autrefois dans le salon, avant que Michael ne dise qu'il jurait avec le nouveau tapis. Ce vase avait fini dans le garage avec le reste du décor démodé. Je l'ai ramené à l'intérieur, je l'ai nettoyé et je lui ai redonné sa place d'antan sur la cheminée. Il avait l'air bien là, comme s'il avait retenu son souffle, attendant de rentrer à la maison. J'ai recommencé à cuisiner, vraiment cuisiner, pas seulement à jeter des choses ensemble pour manger en silence. J'ai fait mes soupes préférées, des légumes rôtis, j'ai fait du pain de maïs dans la poêle en fonte que ma mère m'a transmise. Je me suis assise à table pour chaque repas, une serviette en tissu sur les genoux, de la musique jouant doucement en arrière-plan. J'ai allumé des bougies certains soirs, non pas par solitude, mais par rituel. Un geste de soin pour moi-même, quelque chose que j'avais oublié être permis. Un matin, ma voisine Claire est passée avec un panier de citrons de son arbre et un petit mot qui disait « Pour le porche le plus lumineux du quartier ». Nous nous sommes assises dans la véranda pendant 1 heure, buvant du thé et parlant de choses sans urgence, juste de robes de printemps, d'une nouvelle boulangerie qui a ouvert sur Main Street et de sa dernière obsession pour les mots croisés. C'était facile, léger, comme l'amitié devrait l'être. Ce week-end-là, ma vieille amie Louise est venue en ville. Nous ne nous étions pas vus depuis près de 2 ans.
Elle a passé à apporter une bouteille de vin rouge et une tarte qu'elle prétendait être presque faite maison. Nous avons passé l'après-midi sur la terrasse arrière, à l'ombre de l'orme, nous remémorant les voyages en voiture que nous faisions dans la trentaine, riant des terribles compétences de barbecue d'Harold, et nous émerveillant de la vitesse à laquelle le temps passait, quand personne ne faisait attention. Elle est restée jusqu'à ce que les lumières du porche s'allument, et quand elle est partie, elle m'a serré la main et a dit « Tu ressembles de nouveau à toi-même ». La pause a apporté de la clarté. Sans leur voix en arrière-plan, sans leurs attentes pesant sur mes épaules, je pouvais enfin entendre la mienne. Elle n'était pas en colère, elle n'était pas amère, elle était calme, confiante. Elle posait des questions que je ne m'étais pas laissé poser depuis des années. Qu'est-ce que je veux? Quel genre de mère je veux être maintenant? Quel genre de vie puis-je encore façonner? J'ai fait des promenades dans le quartier. J'ai pris des itinéraires différents chaque jour. Je me suis arrêtée pour parler à des voisins que je n'avais pas vus depuis des mois. Une femme, Sarah, m'a invitée à un club de lecture local. J'ai accepté. Une autre voisine, Madame Ellis, m'a demandé si je voulais aider avec le jardin communautaire ce printemps. J'ai dit oui. Ces invitations semblaient petites, ordinaires, mais elles ont recousu un sentiment d'appartenance dans mes journées. Je n'ai pas parlé de Michael, non pas parce que j'évitais le sujet, mais parce qu'il n'y avait encore rien à dire. La blessure n'était pas fraîche, mais elle guérissait, et parfois, la guérison ne ressemble à rien du tout. Un soir, je me suis assise sur la terrasse arrière, avec un verre de vin, et j'ai regardé les étoiles apparaître une par une. La brise était légère, juste assez fraîche pour que j'enroule mon châle un peu plus serré. J'ai levé les yeux au ciel, et j'ai pensé à quel point il était étrange que le calme que je craignais autrefois me semblait maintenant être une sécurité. Il y avait de la paix dans l'immobilité, dans le savoir, dans la possession. J'avais toujours été la donneuse, celle qui réparait, aidait, soutenait, celle qui faisait de la place. Maintenant, j'apprenais ce que signifiait faire de la place pour moi-même, et je n'étais pas pressée. C'est un jeudi matin qu'il est revenu. Je venais de finir de plier le linge, et je ramenais le panier à l'étage, quand j'ai entendu frapper à la porte. Ce n'était pas urgent, pas fort ou sec, juste 3 coups doux et incertains. Je me suis arrêtée en haut des escaliers, ma main posée sur la rampe, et j'ai attendu un moment, ne sachant pas si je l'avais imaginé. Puis, on a frappé à nouveau. J'ai marché lentement jusqu'à la porte d'entrée, le cœur calme mais alerte. Quand j'ai ouvert, Michael se tenait là, seul, ne tenant que ses clés dans une main, les épaules légèrement rentrées comme un garçon renvoyé de l'école. Il ne portait pas le sourire étudié cette fois. Son visage était nu, fatigué. Il avait l'air plus âgé que la dernière fois que je l'avais vu, ou peut-être que je le regardais enfin sans filtre. Il a demandé s'il pouvait entrer. Je me suis écartée et je l'ai laissé passer. Il n'est pas allé loin, juste à l'intérieur du hall. Il se tenait là, comme quelqu'un qui n'est pas sûr du sol sous ses pieds, comme si chaque mouvement pouvait déclencher quelque chose. Je ne lui ai pas offert de café. Je ne lui ai pas demandé de s'asseoir. J'ai attendu. Puis, doucement, si doucement que je l'ai à peine entendu, il a dit « Je suis désolé ». Il ne m'a pas regardé en le disant. Ses yeux sont restés fixés sur le parquet, sur l'endroit où le tapis se trouvait autrefois, avant que je ne le fasse enlever et nettoyer. Il l'a répété, un peu plus fort, juste ces 2 mots. Pas une explication, pas une justification, juste une offrande. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai observé,
J'ai observé comment ses mains jouaient avec ses clés, comment sa respiration était inégale, comment le poids des dernières semaines semblait reposer sur la pente de ses épaules. Pendant une seconde, il a ressemblé au garçon qui rentrait de l'école, laissait tomber son sac à dos près de la porte et s'asseyait silencieusement à la table quand il savait qu'il avait fait une bêtise. Il a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient rouges sur les bords. Pas de larmes, pas encore, mais presque. Il a dit qu'il ne savait pas comment les choses en étaient arrivées là. Il a dit qu'il n'avait pas réalisé à quel point j'avais porté de choses toutes ces années, qu'il avait laissé les choses s'accumuler, les attentes, les suppositions, et ne s'était jamais arrêté pour me demander ce dont j'avais besoin. Il a dit qu'il n'avait pas voulu me blesser, que quand il a parlé de la maison, ce n'était jamais censé ressembler à une expulsion. Il a dit qu'ils essayaient de faire la bonne chose, mais il a admis que peut-être ils avaient me confondu juste avec facile. J'ai écouté. Je n'ai pas hoché la tête, je n'ai pas interrompu. J'ai laissé les mots s'installer dans l'espace entre nous comme des feuilles tombant une par une. Il a lutté à travers chaque phrase, non pas parce qu'elles étaient difficiles à dire, mais parce qu'il comprenait enfin qu'elles comptaient. Puis il a dit « Tu as toujours été là pour moi, et je n'ai jamais vraiment demandé comment être là pour toi. » C'est là que ma gorge s'est nouée, non pas parce que j'avais besoin des excuses. Honnêtement, j'avais cessé d'en avoir besoin il y a des semaines, mais parce qu'il y avait une honnêteté dans sa voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Une vulnérabilité réelle, sans phare. J'ai pris une lente inspiration et je lui ai fait signe de s'asseoir dans le salon. Il a hoché la tête et a suivi, s'asseyant sur le bord du canapé, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de se mettre à l'aise. Je me suis assise en face de lui, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé ma voix porter la douceur qu'elle avait autrefois quand il était jeune. Je lui ai parlé de la fois où il était monté sur le toit du garage à 6 ans et avait refusé de descendre jusqu'à ce que je lui promette qu'il pourrait avoir du beurre de cacahuète et de la confiture pour le dîner. Comment il avait l'habitude de chipper des glaces à l'eau du congélateur et de cacher les emballages sous les coussins du canapé, pensant que je ne les trouverais jamais. Comment, à 8 ans, il m'avait écrit un mot qui disait « Tu es la meilleure maman du monde entier », l'avait plié en avion en papier et me l'avait lancé pendant le petit déjeuner. Il a ri à ça, sincèrement. Le son a brisé quelque chose entre nous. Je lui ai rappelé la nuit où il s'est perdu à l'épicerie et comment je l'ai trouvé assis dans le rayon des détergents, serrant une bouteille d'adoucissant et essayant d'avoir l'air courageux. De la façon dont il inventait des chansons, en se brossant les dents, et insistait pour que nous les appelions des airs de dents. Il a souri, les yeux brillants. « Tu étais sauvage, ai-je dit, et beau, et à moi. » La pièce a doucement accueilli ce moment, comme un bol en verre retenant la lumière du soleil. Il n'a rien dit, a juste hoché la tête lentement, les souvenirs le pressant aussi profondément qu'il vivait en moi. Je lui ai dit que je n'étais plus en colère. Je lui ai dit que j'avais eu besoin d'espace et que je l'avais pris, que le silence avait été difficile, mais qu'il m'avait apporté de la clarté, que je ne m'attendais pas à ce qu'il change du jour au lendemain. Je m'attendais seulement à ce qu'il me voie à nouveau, non pas comme la femme qui arrangeait toujours les choses, mais comme une personne avec ses propres limites, ses propres besoins, sa propre histoire. Il a demandé si je lui pardonnerais. J'ai dit oui, mais j'ai aussi dit que le pardon n'était pas une permission d'oublier. C'était la différence maintenant. Nous sommes restés assis en silence,
un peu plus longtemps. Pas de câlin, pas de larmes, juste la douce tension de la réconciliation qui essaie de prendre racine. Il a dit qu'il voulait réessayer, qu'il parlerait à Alissa, que les choses devaient changer, non seulement avec la maison, mais avec la façon dont il se déplaçait dans le monde autour de moi. Il a dit qu'il voulait que les garçons me connaissent mieux, qu'il voulait me connaître mieux. Je lui ai dit que c'était un bon point de départ. Il est parti tranquillement, avec la promesse de revenir, non pas avec des plans, non pas avec des idées, mais avec du temps. Après que la porte se soit refermée derrière lui, je suis restée un long moment au même endroit, laissant le calme revenir autour de moi. Il ne semblait pas creux cette fois. Il semblait ouvert. Les excuses ne réparent pas ce qui a été brisé. Mais parfois, elles laissent entrer la lumière par les fissures. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose changer. Non pas pour revenir à ce que nous étions, mais vers quelque chose de nouveau. La maison semblait différente dans les semaines qui ont suivi. Non pas parce que les meubles ont changé, que les murs ont été repeints, ou que le silence a disparu, mais parce que l'air à l'intérieur a commencé à s'adoucir. Il ne portait plus le poids des mots non dits, de la reconnaissance refusée. Il respirait plus facilement, et moi aussi. Michael a tenu sa promesse. Il n'est pas arrivé avec de grands gestes ou des excuses élaborées, mais il s'est présenté. Une fois par semaine au début, puis plus souvent. Parfois juste pour apporter du café et s'asseoir avec moi sur la terrasse arrière. Parfois avec les garçons qui erraient dans la maison comme si c'était un endroit qu'ils apprenaient à voir avec de nouveaux yeux. Je les ai regardés explorer des coins qu'ils ignoraient autrefois, poser des questions sur des photos qu'ils n'avaient jamais remarquées. Je les ai regardés me regarder, non pas seulement comme mamie, mais comme quelqu'un qui avait une vie qui s'étendait au-delà de leurs propres besoins. Un après-midi, Michael est venu avec une photo encadrée. C'en était une des rares que je n'avais pas vues depuis des années. Un cliché de sa remise de diplôme de lycée, nous deux souriant sous un ciel de juin clair, son bras passé autour de mes épaules, mes cheveux un peu plus foncés alors. Il a dit qu'il l'avait trouvée dans une vieille boîte, qu'il pensait que je devrais la voir. Je l'ai placée sur la cheminée, à côté du vase bleu et d'une bougie qui sentait le romarin et le cèdre. J'ai mis à jour mon testament. J'ai de nouveau rencontré Diane. Je me suis assise en face d'elle, dans le même bureau, où nous avions autrefois tracé des lignes pour nous protéger. Cette fois, nous avons écrit d'un point de vue de clarté, pas de défense. J'ai tout décrit avec une précision nette. La maison, mes actifs, mes souhaits. Non pas parce que je m'attendais à un conflit, mais parce que j'avais mérité le droit de choisir ce qu'il adviendrait de ce que j'avais construit. Mon nom est resté sur le titre de propriété, immuable, incontesté. J'ai commandé du nouveau papier à lettres, quelque chose de simple, d'élégant. Du papier crème, texture douce, gaufré en haut, avec mon nom, et en dessous, en plus petits caractères, Helen Matthews, Cedar Ridge Lane, Charlottesville, Virginie. Mon adresse, mon nom, ma maison. C'était bon de le voir ainsi, pas comme une étiquette, pas comme un lieu, mais comme une affirmation d'être. J'ai recommencé à planter. Le début du printemps a cédé la place à la pleine floraison, et j'ai plongé dans la terre avec un autre type de but. Non pas pour passer le temps, mais pour le revendiquer. J'ai bordé l'allée de devant de jonquilles. J'ai ajouté du jasmin, grimpant, à la rampe du porche. J'ai accroché un nouveau carillon éolien juste devant la fenêtre de la cuisine. Ces tons doux
entrait avec la brise et sonnait comme un rire, doux et inattendu. Les voisins ont remarqué. Ils faisaient plus de signes de la main. Quelques-uns se sont arrêtés pour poser des questions sur le jardin, sur le carillon, sur la façon dont j'arrivais à garder les hortensias si vifs. Je leur ai dit la vérité, que j'écoutais plus maintenant, la lumière, le calme, ce que la maison voulait devenir. Et quelque chose d'autre a changé aussi, quelque chose de plus inattendu. Une porte que je n'avais pas réalisé être encore ouverte a commencé à s'ouvrir en grand. Il s'appelait Paul Henderson. Nous nous connaissions depuis des décennies, à l'époque où Harold et moi assistions au concert communautaire d'été. Paul était veuf depuis quelques années. Un homme gentil, avec des yeux gentils et une voix douce, qui semblait toujours appartenir à la radio. Nous nous sommes croisés au marché fermier. Il achetait des pêches, j'achetais des tulipes. Nous avons commencé par un café, puis des dîners, des promenades dans l'arboretum, une excursion d'une journée au lac. Il écoutait, comme peu de gens le font, non pas en attendant de répondre, mais en attendant de comprendre. Il n'a rien essayé de réparer. Il s'est juste assis avec moi, sa présence calme et stable. Il a commencé à laisser des mots dans ma boîte, aux lettres, manuscrits, pliés en deux. Parfois un poème, parfois juste une ligne d'une chanson que nous avions entendue ensemble. Mes préférés étaient ceux qui disaient simplement « J'ai vu ça et j'ai pensé à toi ». Finalement, je l'ai invité. Il a admiré le carillon éolien. Il a aidé à réparer la clôture du jardin. Il a apporté du vin qui se mariait vraiment bien avec le poulet rôti que j'avais préparé. Nous nous sommes assis sur le porche tard dans la soirée, et j'ai réalisé que je ne comblais pas le silence, je le partageais. Nous avons parlé de l'avenir une nuit sous les étoiles, le genre de conversation qu'on ne s'attend pas à avoir à cet âge, pas après que tant de vie soit déjà passée. Il a demandé ce que je pensais de vieillir ensemble. J'ai dit que j'avais déjà commencé. Nous avons ri. Mais nous n'avons pas non plus rejeté l'idée. Il était trop tôt pour des annonces, trop tôt pour des plans, mais pas trop tôt pour l'espoir. J'ai organisé un petit dîner, juste 4 chaises, un poulet rôti, des carottes rôties au thym, une bouteille de vin que j'avais gardée. Michael et les garçons sont venus. Alissa a envoyé le dessert, des carrés au citron, faits maison, avec un mot manuscrit qui disait simplement « Merci d'avoir été patiente ». Nous avons mangé dehors sous les guirlandes lumineuses que j'avais tendues sur la terrasse. Les garçons ont ri. Michael a proposé de réparer le portail arrière qui grinçait. J'ai dit que ça me plairait. Je n'ai pas dit plus. Je n'en avais pas besoin. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que la maison soit revenue à l'immobilité, Paul est resté. Nous nous sommes assis sur le porche, avec une couverture sur les épaules, et nous avons regardé le ciel. C'était une de ces soirées claires où les étoiles semblent presque à portée de main, où l'obscurité ne ressemble pas à une fermeture, mais à une vaste promesse ouverte. Le carillon éolien a chanté une fois, doux et certain. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu tout à sa place. Le fauteuil, le jardin, la lumière brillant toujours dans la cuisine. Et j'ai murmuré, non pas pour que quelqu'un d'autre l'entende, mais parce que les mots semblaient réels et définitifs. Ceci est ma maison. Ceci est mon adresse. Et pour la première fois depuis très très longtemps. Ceci est ma vie. Et peut-être, juste peut-être, ma deuxième chance en amour aussi.